merci de m'avoir invité. Donc, comme l'a dit Hervé, en fait, je vais vous parler, on va dire, de comment on peut développer une mission spatiale. Je dis on peut. La surface de Mars. Hier, ça faisait pile 18 mois qu'il était à la surface de Mars. Du coup, le robot nous a envoyé cette photo hier. En fait, il nous a pris en photo. Alors bon, il n'a pas un super zoom, donc on est là en fait. Il nous a envoyé hier pour fêter son 18e mois. Alors revenons un petit peu sur mon propos d'aujourd'hui. En fait, ça a commencé il y a quelques mois. En fait, les aspects politiques. Combien cela coûte aussi, en argent et en temps, et bien sûr, quelques résultats à la fin. Je lui ai dit, bon, ça me paraît très facile, et il a rajouté. J'ai pris la tâche à cœur, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Et donc, j'ai décidé de ne pas affronter cette problématique jusqu'à hier matin, et donc, j'ai passé la journée d'hier à assembler ce petit diaporama que vous allez voir. Et donc, vous allez être les premiers à subir ce diaporama que je n'ai pas encore testé, où je vais essayer de vous raconter un peu comment on est arrivé à se retrouver à fonder à créer cette expérience. Donc, j'insiste bien sur ce fait, c'est pas une recette de cuisine que je vais délivrer, je parle notamment pour les plus jeunes sur comment on développe une mission spatiale, comment on est sélectionné. Donc d'aujourd'hui, c'est une histoire parmi d'autres. Pour moi, elle est ni représentative, ni exemplaire, ça certainement pas, ni elle n'a pas un cadre vraiment international, c'est une histoire quand même qui a été développée, qui s'est produite dans le contexte français. Et donc c'est juste l'histoire de SAMGC, une expérience française développée en banlieue parisienne par une douzaine de personnes. Et finalement, c'est peut-être ça le départ. Comment se fait-il que une douzaine de personnes en région parisienne aient finalement développé un instrument qui se trouve donc à l'intérieur de ce rover qui est à la surface de Mars depuis 18 mois. Donc juste quelques mots pour le cadre. L'instrument dont je vais parler, l'instrument SAM pour Sample Analysis at Mars, ça le nom, ça a été trouvé par les Français justement de l'expérience, donc on voit bien la puissance en fait de ce mot, analyse d'échantillons sur Mars. Et d'ailleurs ça a été finalement un des premiers échanges qu'on a eu avec nos collègues américains. On leur a dit on a une idée de nom, on va l'appeler SAM, parce que nous on pensait à l'oncle Sam, donc Sample Analysis on Mars, et ils nous ont renvoyé, oui mais il faut dire Sample Analysis at Mars. Donc ça a été finalement quelque chose d'assez dimensionnant dans nos échanges. On a décidé qu'ils prenaient en charge la langue anglaise, et nous ce qu'on a développé dans cette expérience qui est en fait un véritable laboratoire analytique, c'est plus qu'une expérience, c'est un laboratoire analytique avec plusieurs sous-systèmes, plusieurs expériences, plusieurs instruments je veux dire, et cet instrument, il a la taille à peu près d'un micro-ondes. Alors on dit souvent ça, sauf que c'est un micro-ondes plutôt de taille américaine, c'est-à-dire qu'il faut compter vraiment 1,5 fois la taille d'un micro-ondes européen. Et l'instrument que nous avons développé, cet instrument, c'est un chromatographe en phase gazeuse, il a à peu près la taille d'une boîte à chaussures, un peu plus mince, mais en termes de surface, c'est ça. Et il est situé ici sur cette photo. Donc c'est ça que je vais vous raconter un petit peu. Bon là, c'est là où se trouve le site d'atterrissage. Quand même juste pour préciser un peu, on est allé dans un cratère. Le rover s'est actuellement posé sur le plancher de ce cratère. Et son but, c'est d'aller étudier on va dire, les premiers contreforts du mont central, tout simplement parce que depuis l'orbite, il a été observé que ces terrains sont très anciens. Enfin, on a toutes les idées, tous les éléments qui permettent de croire que ces contreforts sont très anciens et c'est pour ça qu'on veut aller les étudier. Alors on va partir de l'idée
Et l'idée, quelque part, c'est la conjonction de plusieurs paramètres. Alors l'idée, évidemment, il faut avoir une question scientifique, on va dire, d'intérêt, pour que les gens y adhèrent. Il faut avoir une approche permettant d'y répondre. Vous pouvez avoir des très bonnes questions scientifiques auxquelles il faut répondre et aucune idée de comment les traiter. Il faut également, dans le cadre de l'exploration planétaire, moins dans le cadre de l'observation de la Terre, mais dans le cadre de l'exploration planétaire, il faut également une opportunité de mission. Vous pouvez avoir des très bonnes idées de ce que vous pourriez faire sur Europe. Il n'y a pas de véhicules qui sont prêts à partir sur Europe, qui est un satellite du système solaire extérieur. C'est un peu compliqué de développer vos approches. Et aussi une capacité à développer du spatial. Bon, je dirais voilà un petit peu les contraintes. Et il faut réussir à mettre une croix verte dans à peu près tous ces paramètres, sachant que selon votre histoire, selon votre positionnement, vous pouvez jouer à différents niveaux. Vous pouvez travailler sur une approche permettant d'y répondre. Selon les niveaux de lobbying que vous pouvez avoir, c'est essayer de déclencher une opportunité de mission qui permet de correspondre à vos objectifs. C'est très variable. Nous, en tout cas, à la fin des années 90, notamment avec mon collègue Michel Cabane, qui était à l'époque au service d'aéronomie, qui est devenu de l'Atmos, on avait finalement un petit peu des idées sur ces quatre paramètres. On pensait qu'il y avait des bonnes raisons d'aller sur Mars, chercher de la matière organique, essayer de comprendre son origine, comment la matière organique avait pu se complexifier si on en trouvait, donc voir à quel degré de complexification on était arrivé. On avait des approches de chimie analytique dans nos labos respectifs qu'on avait déjà un petit peu appréhendées dans le cadre d'autres développements, donc de la chimie analytique basée notamment autour de couplage, autour de la pyrolyse, de la chromatogase, de la spectromasse, qui permettent finalement, on va dire, dans une matrice minérale, d'identifier certaines molécules organiques qui peuvent être présentes. On avait une opportunité de mission, je vais y revenir, avec le programme Mars 1er, je parle de la fin des années 90, et une capacité à développer du spatial, parce qu'on avait une expérience croissante dans ce domaine, et au LATMOS, donc au service d'aéronomie, c'est un laboratoire spatial, donc, qui a a priori cette capacité de développer des instruments. Alors, quelques éléments, donc déjà sur l'approche chromatographique. L'approche chromatographique, schéma très simple, quand on a un mélange avec, vous voyez, différents constituants qui sont ici représentés en rouge, en bleu, etc., on peut, avec un traitement chromatographique, séparer, idéalement, comme dans ce cas-là, ou moins idéalement, en fonction du temps, les différents constituants du mélange. Ça aide à l'identification. Quand on a des espèces qui sont très peu concentrées, des espèces à l'état de trace, on essaye de les séparer les unes des autres pour les identifier plus efficacement. Ensuite, je parlais d'expérience. L'expérience, c'est que dans le cadre de la mission Cassini-Huygens, dont Jean-Pierre nous dira peut-être quelques mots tout à l'heure, et de la mission Rosetta, dont il nous dira certainement quelques mots tout à l'heure aussi, on avait eu différentes contributions. Alors, dans le cadre de Cassini-Huygens, on avait sélectionné certains composants de certains instruments. On les avait testés. Dans le cadre de Rosetta, on avait passé l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on avait fourni des composants de certains instruments. Et donc, on commençait à avoir une expérience un petit peu de ce qu'était le spatial. Et enfin, le programme Mars 1er, à l'époque, à l'initiative de Claude Allègre, qui était à l'époque nouveau ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, le CNES avait établi une sorte de partenariat assez ambitieux avec l'Agence spatiale américaine, la NASA, pour participer à une mission de retour d'échantillons martiens, qui était prévue à l'époque pour 2005, avec différentes étapes. Et donc, en tout cas, un gros investissement français pour participer à des missions et aussi, évidemment, développer des charges utiles. Donc, on s'est retrouvé dans ce contexte-là, donc dans cette équipe de laboratoire francilien, tout d'abord pendant, on va dire, 4 à 5 ans, à développer une idée que j'ai rapidement évoquée, c'est-à-dire autour de la chimie analytique, pyrolyse, JCMS, développer un instrument. Au fur et à mesure du temps, je vais y revenir rapidement, on a établi un partenariat avec une équipe américaine pour finalement, on va dire, lancer les bases, créer les bases de ce qu'a été
ce qui est SAM actuellement, donc l'expérience qui est à bord du rover Curiosity. Et on a pu répondre finalement en 2004 à un AO NASA qui proposait justement de sélectionner certains instruments pour la charge utile de Mars Science Laboratory. Alors ça se traduit par quoi cette partie de préparation de projet? Ça se traduit dans les labos par des études scientifiques, évidemment pour essayer d'éprouver un peu les concepts de mesure qu'on cherche à développer et à mettre en place sur Mars, et au niveau scientifique, essayer de montrer qu'on a certaines compétences et qu'on a certaines questions à traiter. Et on fait évidemment aussi des petites études labo ou des petites sous-traitances, finalement des études amont pour montrer notre capacité en termes d'analyse, de mécanique, de thermique, de développer ce type d'instrument. Par la suite, puisque vous vous doutez que si on est à la surface de Mars, c'est qu'on a été sélectionné suite à cet AO, on a consacré 5 ans environ à développer l'instrument. Cet instrument, il est développé, ce qui vraiment, on va dire, et finalement le fil rouge de ce développement de projet, c'est toutes les revues qu'on doit passer, c'est-à-dire c'est des revues. Un développement spatial se passe en plusieurs phases. Donc il y a la phase A, qui est l'étude de concept. L'étude de concept, on montre la faisabilité de l'histoire. La phase B, qui est une conception de haut niveau, où finalement on éprouve cette faisabilité. On fait des dimensionnements préliminaires. La phase C, où on va concevoir de façon préliminaire des prototypes. La phase D, où on va construire réellement le modèle de vol. Et si tout va bien et que l'instrument est déployé, la phase E, qui est la phase d'exploitation, où on va utiliser ce modèle. Donc toutes ces étapes, il y a des jalons pour passer d'une étape à l'autre, c'est-à-dire qu'on doit prouver au niveau de ces reviews qu'on a bien fini la phase A, puis qu'on a bien fini la phase B. Généralement, les financeurs délivrent des moyens financiers qui permettent de réaliser les étapes suivantes au moment de ces reviews, et à tout moment, une review on peut échouer, et si on a le temps, retenter sa chance pour passer ces reviews quelques mois plus tard, ou si c'est critique dans le cadre du développement, à ce moment-là, le projet peut être abandonné. Et enfin, la partie qui paraît la plus facile, une fois que l'instrument est déployé, donc depuis 2012, c'est ce qui s'appelle les opérations, les exploitations, c'est-à-dire à la fois animer, activer le rover et ses instruments à l'échelle quotidienne, et évidemment essayer de faire de la science avec tout ça. Donc je reviens un petit peu sur le passé, maintenant que j'ai finalement fait le résumé de l'histoire, avec la proposition et la compétition. Donc au départ, après que j'ai rencontré Michel Cabane, qu'on ait discuté, qu'on ait vu qu'on avait la convergence des 4 éléments, à la fin des années 90, dans le cadre du programme Mars 1er, il faut commencer à trouver du soutien, des sous, et quand on est français et qu'on veut développer un instrument français, a priori c'est plutôt au CNES qu'il faut aller. Donc c'est ce que nous avons fait, et il y a plusieurs étapes là aussi. Première étape, c'est de montrer que la faisabilité et l'intérêt de ce qu'on veut développer, on doit passer devant un groupe qui s'appelle le groupe Système Solaire, qui est un groupe finalement composé de pairs, de collègues, qui vont recevoir toutes les propositions, qui demandent finalement des financements, notamment pour faire toutes ces études amont, pour commencer à travailler sur ce que pourrait être un instrument, et sélectionnent ce qui paraît le plus prometteur. Donc ce que j'ai retrouvé, c'est ce mail que je garde précieusement. Vous verrez, c'est une suite de mails en fait. Alors ce mail, il date du 1er juillet 1999, donc c'est mon collègue Michel qui me l'envoie. Donc j'ai enlevé quelque chose sont obscurcis parce qu'il y a des noms et il y a des gens qui sont bien entendu encore en activité, donc c'est mieux de ne pas voir. Alors c'est pas du tout un mail revanchard, mais c'est juste pour voir finalement un petit peu le sentiment qu'on peut avoir quand on investit pendant 1 an, 2 ans. Donc, effectivement, la première fois qu'on est allé, et même la deuxième fois, et même la troisième fois, qu'on est au groupe Système Solaire, en fait, on n'a pas été recommandé, on n'a pas été supporté, et globalement, vous voyez, certains arguments, on nous dit c'est complexe. Alors évidemment, mon collègue, il est un peu énervé, évidemment, ce jour-là, il dit évidemment que c'est complexe, serions-nous associés à un système de forage et distribution réalisé en option travaux manuels par des élèves de CP. Bon, là, on sent un petit peu le côté, quand on le connaît un petit peu, revanchard. Et puis il y a tout ce qui est plutôt sur le fond, c'est-à-dire que c'est redondant avec Beagle, à l'époque c'était une manip qui devait être déployée
une manip européenne. On a une manip, un orbiteur qui s'appelle Mars Express, qui est en orbite autour de Mars, et qui avait déposé une charge utile, qui n'a pas fonctionné, mais à l'époque, on ne le savait pas. Et on va dire, c'était une manip relativement simple, qui en tout cas n'allait pas creuser la sous-surface, alors que nous, l'idée c'était justement d'aller récupérer des échantillons en sous-surface. Et voilà, il y a des contestations, c'est redondant avec Beagle. Je croyais que nous avions répondu à cela, à moins que Beagle ne se mette à forer sans nous l'avoir dit. C'était un instrument qui n'avait pas la capacité. Quoi qu'il en soit, il conclut par Patrice, ne t'en fais pas, nous sommes les meilleurs. Et ça, on verra la suite dans les différents mails. Moi, à l'époque, c'est quelque chose qui a été une source de motivation, puisque mon collègue est un peu plus âgé que moi, et j'ai fait confiance à son expérience et à sa persévérance. Donc à partir de là, forcément, quand vous n'êtes pas spécialement supporté par vos financeurs, vous prenez votre bâton de pèlerin pour aller trouver des arguments et des soutiens pour finalement que chaque année ou les années suivantes, ce sentiment soit revisité. Alors ça, c'est une vision un peu, non pas antique, mais moyenâgeuse du pèlerin. Donc dans notre cas, c'était un peu plus moderne, puisque notre bâton de pèlerin, on est surtout allé le porter aux États-Unis. Donc au passage, là aussi, j'ai découvert que dans la même semaine que ce pays était très grand, puisque dans ce côté un peu lobbying, on est allé de Washington, où vous voyez les restes d'une tempête de neige, à l'Arizona, où en fait, en une semaine, j'ai vu qu'effectivement ce pays était très grand, la chaleur entre Washington et l'Arizona cette saison était très différente. Et on s'est retrouvés dans des réunions. Alors vous voyez, on commence, quand on fait du lobbying, on commence au dernier rang en fait. Et puis l'idée, c'est au fur et à mesure des années de prendre la parole et d'avancer. Bon, de fil en aiguille, je vous passe toutes ces péripéties, on a finalement fait, on va dire, un pacte d'entente avec une équipe du Goddard Space Flight Center. C'est un centre NASA qui est sur la côte est, à côté de Washington. Et finalement, on a commencé à développer le concept d'un instrument commun avec notre instrument français, pas vraiment soutenu par le CNES, mais avec des idées évidemment robustes et une capacité de développement de toute première qualité. Et cette équipe qui développe des spectromètres de masse depuis des années et qui les envoie à travers le système solaire. Donc on est parti sur ce concept. Et dans le cadre de l'AO, qui est sorti finalement, oui j'ai passé rapidement, mais le programme Mars 1er a finalement été abandonné, notamment parce que la partie française a arrêté sa participation au partenariat. Donc le programme martien s'est pas mal redéployé sur une mission qui s'appelle ExoMars, côté ESA, et le programme martien d'exploration de Mars américain. Donc nous, qu'est-ce que ça a eu pour conséquence? C'est qu'il y a eu un appel d'offres NASA pour cette mission MSL, et on s'est mis à réaliser une proposition avec notre équipe américaine associée, donc l'équipe du GSFC, et ça a eu pour principale conséquence qu'on s'est baladé à travers le centre NASA pour aller dans un building spécial qui est le building, donc le bâtiment dédié à la réponse aux appels d'offres. Alors évidemment, à l'échelle française, ça c'est surprenant. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce building? On trouve de tout dans ce centre NASA, sauf des scientifiques. C'est-à-dire on va trouver des graphistes, des secrétaires, et on va assembler, à partir de tout ce que vous allez donner comme grain à moudre à ces professionnels de la communication, la réponse à l'appel d'offres, entre guillemets, la plus sexy qu'on puisse imaginer avec. Donc c'est ce bouquin, en fait, qu'on a composé. Donc ce bouquin, c'est un bouquin qui fait 200 pages, des illustrations à l'époque magnifiques, et qui a été déposé comme réponse à l'appel d'offres, avec pour nous, côté français, un budget demandé au CNES d'environ 2 à 4 millions d'euros sur 4 ans, sur un principe qui couple justement ces différents instruments, les 3 instruments qu'on voit en jaune, celui-ci étant l'instrument français, et avec, comme vous voyez, beaucoup de tuyaux, de tubes qui relient ces différents instruments, un véritable laboratoire analytique. La suite de mes courriers avec Michel, là attention, on a fait un saut, j'ai résumé, on est en 2004. On est en 2004 et en fait, juste avant la réponse, la sélection par la NASA des gagnants entre guillemets de l'appel d'offres, j'explique à notre collègue américain que le CNES a finalement, après 5 années de lobbying, donné un full commitment sur 3 expériences
qui sont l'expérience ChemCam, donc c'est des collègues de Toulouse dans un labo qui s'appelle maintenant l'IRAP, SAM et Sivamars, qui est une manip de l'IAS, Jean-Pierre Bibring, à l'époque. Donc le CNES dit en fait que ces trois expériences sont d'intérêt, sont techniquement réalisables par les Français et que le CNES va assurer leur financement. Et donc j'ai écrit à Paul, enfin un autre collègue américain, qu'évidemment, ça paraît être une bonne nouvelle. Et Michel conclut à ce message par cette phrase « C'est bien nous qu'on est les meilleurs », faisant évidemment référence à son message de 99. Alors effectivement, il a raison, il me prévient que la sélection par la NASA est un mois plus tard, et finalement elle traîne un peu, et 2 mois plus tard, on est effectivement sélectionné avec la manip ChemCam à l'époque du CESR, nouvellement IRAP, la manip Sivamars n'étant pas au final sélectionnée. Donc c'est évidemment un moment de satisfaction, même si évidemment il implique des choses. Et pour le célébrer, nous sommes partis en janvier 2005, assister et travailler un petit peu sur l'atterrissage de la sonde Huygens, puisqu'on est dans les mêmes époques. Et à l'époque, on avait travaillé, enfin une partie de l'équipe avait travaillé sur un instrument qui était à bord de cette sonde qui s'est posé à la surface du satellite Titan, satellite de Saturne, et on a travaillé un petit peu sur des données, ce n'était pas une exploration au long cours, hein, cette phase d'exploration, très très différente de MSL, globalement 2 heures, quelques minutes de survie à la surface, qui étaient en plus des minutes de survie bonus, et quelques données, on va dire, à interpréter. Alors, à partir de là, évidemment, le travail commence, c'est-à-dire qu'après après 5 ans de lutte, de concepts, d'études labo, etc., en fait, voilà, on nous dit, c'est parti, vous avez le droit de développer un instrument. Et là, on dit, ah oui, il reste quand même un petit peu de travail. Donc, toute cette équipe, donc essentiellement 7 enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des doctorants, des post-docs, se sont mis à développer cet instrument en utilisant toutes leurs compétences, c'est-à-dire les compétences qu'il y a en projet, en système, en gestion, en qualité, en protection planétaire, en chimie analytique, en électronique, en mécanique, en thermique, en informatique, en intégration, pour finalement gérer soit au labo, soit en sous-traitance, tous les problèmes liés à l'analytique, la mécanique, la thermique, l'électronique, l'informatique, la thermique, le vide, les études de vibration, etc. En fait, ça fait une liste de tâches, évidemment, très importante que j'ai survolé ici par les métiers, mais aussi qui s'applique à plein d'actions. C'est-à-dire qu'au laboratoire à Paris, il faut développer et tester nos différents prototypes. Dans notre labo partenaire, il faut aller avec les différents prototypes faire des tests techniques, des tests scientifiques, notamment des tests de couplage. En parallèle, il faut penser à les phases d'exploitation, c'est-à-dire qu'on développait avec d'autres équipes au CNES Toulouse le centre d'opération qui nous sert aujourd'hui à traiter les données à l'échelle quotidienne. Et en même temps, il y avait tout ce qui se passait sur le rover, puisque là on parle juste d'un instrument, mais l'instrument à la fin doit aller sur un rover, et ce rover, il faut évidemment travailler avec les équipes des rovers, notamment au niveau de tout ce qui est les interfaces, pour que, à la fin, on puisse travailler de concert. Et sur la fin du développement, il faut en plus préparer, comme dans les séances d'exercice, ce que vont être les opérations, afin d'être prêt à communiquer avec le rover, si par chance il est déployé à la surface de Mars, dans le cadre d'une équipe qui comprend 300 à 400 scientifiques et tout autant d'ingénieurs. Donc ce développement, il a commencé évidemment avec quelques discussions, quelques tensions même animées, puisqu'il fallait savoir un petit peu par quoi on commençait. Les heures, on ne comptait pas les heures, donc forcément quelques collègues des fois étaient un petit peu fatigués en fin de journée, notamment quand ils faisaient des tests analytiques. Et on se retrouvait à faire des choses des fois sans trop y penser. On allait par exemple sur un sommet à 4500 mètres pour aller prélever des échantillons au Mexique, a priori représentatifs en termes de physico-chimie de ce que pouvait être un échantillon martien, c'est-à-dire des échantillons très pauvres en matière organique, au-dessus de la ligne des arbres, c'est-à-dire à un endroit où, on va dire, non pas la vie a du mal à exister, mais où
la vie a du mal quand même on va dire, à être luxuriante. On n'a pas d'arbres, voilà, vous voyez, on est tout en haut. Donc, voilà le type d'activité qu'on avait, et on pourrait même le survoler avec ces quelques photos, où on voit finalement un peu tous les tests qu'on a pu conduire, aussi bien des tests de couplage, des assemblages mécaniques, des développements électroniques, plein de choses qu'évidemment je ne peux pas pouvoir survoler, ou plutôt détailler. Mais surtout, ce qu'on a fait, c'est des réunions. Alors là, si vous faites du spatial, notamment dans la phase de développement, là, si vous aimez le papier et les réunions, c'est vraiment ce créneau. J'ai déjà parlé des différentes revues qu'il faut passer. Évidemment, il faut passer devant des comités d'experts pour avoir le droit de passer aux phases suivantes que j'ai décrites, avoir les financements associés. Et en fait, ces différentes revues, comme on était dans une mission NASA, elles se font face à des comités NASA. Et globalement, voilà, vous venez, comme je vous l'ai décrit, vous imaginez cette équipe de 5 ou 10 franciliens qui arrivent, pas forcément tous expérimentés. En face de vous, vous avez ce qu'on appelle un board, qui est là pour vous juger, pour voir la robustesse de votre développement. Et on vous dit, voilà, alors lui, il a développé le programme Apollo, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Et on va parler de tout ça en anglais. Et là, tout de suite, vous êtes immédiatement à l'aise. Donc on fait ça régulièrement, finalement. Et ce qui est rigolo hier, donc en cherchant les archives, c'est que j'ai retrouvé finalement le document de la première, quasiment de la première revue, qui était vraiment la revue préliminaire où on était sur le concept. Et en fait, il y a plein d'éléments qui sont tellement naïfs que j'ai trouvé ça presque mignon, donc je me suis dit, je vais quand même le montrer. Alors, au début, on parle un peu des structures, l'équipe, qu'est-ce qu'on compte faire, des principes de base. Alors j'insiste un tout petit peu je prends 20 secondes pour présenter ce qui était le concept de base de SAM, c'est-à-dire le lien qu'il y avait entre les différents instruments que j'ai rapidement présentés. Là, ici, on a l'instrument, le chromatographe en phase gazeuse français, et on voit finalement, on a 3-4 tubes là qui sont assemblés avec, on va dire, une vingtaine de carrés, et ça, c'est le schéma fluidique finalement de SAM. On verra par la suite qu'il a un peu évolué. Donc voilà, on part d'études mécaniques. Voilà, ça c'est le principe de base de la mesure du détecteur français. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails comment ça marche, entre guillemets, mais vous voyez dans la suite des transparents la puissance des concepts qu'on a pu exposer à des gens qui ont posé, à la fin des années 60, des missions à la surface de la Lune. Là, on sent toute la puissance. Et là, j'ai repris un morceau qui représente le concept mécanique. Il n'y a rien de réel, hein. Tout ça c'est du concept. Et ce qui est assez, presque là aussi mignon, c'est qu'en fait, j'ai remarqué sur ces planches à l'époque, les versions de PowerPoint, c'était les premières, c'était assez simple. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait les commentaires de ce que le mécanicien comptait dire devant le board. En fait, il écrit « No, I'm going to describe rapidly all the parts of SAM-JC ». Et là, on sent là aussi ce côté à l'aise du mécanicien, sûr de son fait. Donc, le concept de base, c'est quand même rigolo de voir. On part en fait du détecteur, donc on montre l'idée du concept mécanique. Il n'y a pas d'idée scientifique derrière, c'est de montrer comment on va assembler surtout, comment on va concevoir et assembler la partie mécanique. Donc en fait, là, on part du bout de la chaîne, en fait, on part du détecteur. Et ce détecteur, on va lui associer un piège, donc qui est une partie complètement amont du système, qui est le piège qui sert à préconcentrer l'échantillon qui vient de Mars. Et il commence à nous montrer comment tout ça va être couplé, sachant que la grosse problématique de notre instrument, là à nouveau je ne rentre pas dans les détails, c'est la thermique. Globalement, on doit associer des parties qui vont être chauffées de façon importante, 300 degrés, et des parties qui doivent être à moins 20 degrés. Et ça, évidemment, quand vous les reliez entre elles, a priori, la thermique devient une contrainte forte. C'est quelque chose de pas évident. Donc on a les modules analytiques qui commencent à être constitués avec la partie centrale des modules analytiques qui sont les colonnes chromatographiques. C'est là où se produit la séparation entre les différents constituants du mélange que je vous ai montré rapidement dans le schéma de principe. Donc l'idée c'est d'enrouler ces colonnes sur des torons de quelques centimètres, puis il nous explique qu'on va rajouter un chauffant pour contrôler ces colonnes. Ensuite on va lier avec quelque chose qui va permettre de conduire la chaleur, ce chauffant avec la colonne. Ensuite, on a une structure mécanique qui permet de tenir le tout.
Là, ce qui est rigolo aussi, parce que c'est finalement toujours un peu ça le spatial, on est toujours à courir après les deadlines, et si vous avez l'œil, en fait, l'étape suivante, alors que le détecteur a cette forme-là, en fait, c'est un ancien détecteur. Donc en fait, ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de refaire le dessin et les simulations. Donc il montre comment les pieds vont être associés à la structure thermique et la structure en aluminium, mais avec l'ancien design, hop, on revient. Donc il y a tous les systèmes d'isolation. On voit une vue de dessous. Et ensuite, l'assemblage de tous les modules analytiques, puisque on n'a finalement pas envoyé un chromatographe en phase gazeuse, mais plutôt l'équivalent de 6 chromatographes en phase gazeuse, puisqu'on a 6 lignes analytiques, 6 détecteurs, 3 pièges d'injection, et que chacun a finalement la capacité d'être, on va dire, activé séparément avec une électronique qui à ce moment-là lui est dédiée. Donc ensuite on voit comment les différents modules sont assemblés, les connexions, où vont se placer tout ce qui va servir à gérer les connexions. On voit ensuite les connecteurs électriques, notamment là, toute la partie isolation, une estimation des coûts, des ressources en termes de poids, de consommation électrique, etc. C'est ça qu'on applique dans une review. Et finalement, on voit que dans cette review de base, l'idée c'était de dire que toute l'électronique va être collée à toute la partie instrumentale. Et finalement, c'est ça qu'ils devaient demander, c'était qu'on agrandisse l'espace qu'ils ont été destinés, qu'on récupère plus de ressources en volume, puisque tout est compté, le volume, la masse, la consommation électrique. Et l'idée, c'était de gagner, vous voyez, quasiment 50% de hauteur, donc 50% de volume, au cours de cette review. Bon, après, on parle d'électronique, on parle de plein de choses. Et quoi qu'il en soit, tout ce type de réunion, alors là, je vous ai montré rapidement la première, c'est 4-5 ans de réunion, donc entre Paris et nos collègues de Washington, de campagnes de thèse, de négociations, voilà, quand il y avait des choses à demander aussi sur toutes les interfaces. Et j'ai compté rapidement, c'est 35 semaines de réunion aux États-Unis et 46 campagnes d'interface et de tests lors de ces 4-5 ans de développement, c'est-à-dire juste pour concevoir l'instrument. Alors ça, c'est le premier prototype qu'on a développé, donc ça c'est la fin de c'est entre la phase B et la phase C, c'est ce qu'on appelle le modèle d'ingénierie. C'est un modèle qui a pour but de tester finalement les fonctionnalités de l'instrument, mais pas dans un mode autonome, c'est-à-dire qu'il n'a pas sa propre électronique, les mécanismes généralement sont activables à la main, s'il y a par exemple des mécanismes, ce n'est pas des moteurs qui vont les activer. Et donc, on est allé le tester, là aussi, en couplage avec l'instrument américain, pour voir si tout fonctionnait bien. Alors voilà, finalement, où on a passé une grande partie de nos semaines de test, c'est dans cet environnement. Alors le son n'est pas bien important, mais voilà ici, tout ce système. Donc vous voyez, il y a 2 armoires électroniques, toute cette paillasse. En fait, c'est l'équivalent de SAM, mais en labo. Donc avant tout ce qui comprend la miniaturisation, l'autonomie. Et tout ce système-là, donc ça prend, vous voyez, ça doit prendre l'équivalent de 3 à 4 mètres cubes. C'est l'équivalent labo du four à micro-ondes qu'on va développer par la suite et poser à la surface de Mars. Donc retour en France, nous on a continué nos développements de nos différents prototypes. Là vous avez la salle blanche qu'on avait créée pour le développement de l'instrument, et là ce qu'on a c'est aussi les visites d'inspection. Là on a un relevé particulier, donc là ça avait été sous-traité à des spécialistes de l'Agence spatiale européenne. Ils viennent pour vérifier qu'en termes de protection planétaire, de qualité de la salle blanche, mais on est capable effectivement de travailler dans des conditions où on va avoir moins de, probablement mon dernier speech, moins de particules que le seuil qui est autorisé par la mission. On est évidemment passé dans des phases de réalisation, alors toujours pareil, on est obligé de produire des lots de ces matériaux originaux très importants pour avoir de quoi fournir les différents modèles, aussi avoir la capacité de faire des échanges en cas de problème. Donc ici vous voyez là cette partie analytique, cette colonne analytique recouverte dont je vous ai présenté les premiers concepts en imagerie assistée
par ordinateur. Donc vous voyez ces taurons qui font à peu près 7 cm, qui sont assemblés à la chaîne et qui au final nous font plein de modèles analytiques qu'ensuite on teste, on éprouve, on sélectionne les meilleurs de chaque lot pour les assembler sur le modèle de vol. Voilà ici, si vous reconnaissez un petit peu, si vous avez gardé l'effet mémoire de ce que je vous présentais tout à l'heure, ces modules analytiques avec les pieds qui servent à la fixation et ici le détecteur assemblé avec évidemment toute sa connectique, aussi bien les capillaires que l'électronique. Tous les tests associés, alors là c'est par exemple des tests de mécanique pour vérifier que lors de l'assemblage, l'intégration de ces éléments, rien n'est brisé. Donc on regarde avec des loupes binoculaires, électroniques, etc. comment les capillaires, qui sont des tubes, alors pas tout à fait de la taille d'un cheveu, mais on va dire de la taille d'une épaisseur équivalente à 2-3 cheveux, ont supporté l'intégration mécanique. Et d'ailleurs, en termes de métier, puisque évidemment derrière ces réalisations spatiales et des métiers, je vais vous montrer un petit film qui a été fait sur un des intégrateurs. Alors là, c'est pas un Français, c'est un Américain, c'est un des collègues américains qui, lui, a assemblé une partie du spectromètre de masse. Donc lui, quand on travaille avec lui, globalement, le matin, on n'a pas le droit de lui serrer la main. Hein. C'est un peu comme un pianiste, hein, c'est les doigts de fée. Donc on le laisse. Il assemble en fait des pièces qui, là aussi, sont du niveau des capillaires. Donc il travaille dans un environnement, évidemment, complètement protégé. Et on peut le voir quand on s'exprime, c'est des gens généralement qui sont calmes. Des gens qui sont calmes, qui aiment bien travailler dans des espaces finalement où ils passent leur journée généralement isolés, dans des conditions de travail finalement pas forcément faciles en fonction de son caractère. Et il assemble un matériel unique qui a pour but d'aller être posé, destiné à finir sur la surface d'une autre planète. Donc ce qui nous explique en fait, c'est rigolo son approche, il dit mais en fait moi je pourrais faire exactement la même chose sur des chaînes de production de masse, type de l'horlogerie suisse, etc. Mais évidemment avec de la masse, et moi c'est lui ce qui lui plaît, c'est le côté vraiment unique. Très bien, alors voici ce qu'on a produit en France, ça c'est vraiment l'instrument de vol final, donc c'est 5 ans de développement. Donc là, c'est le modèle qui est actuellement à la surface de Mars. Et la boîte que vous voyez autour, ce n'est pas une belle boîte pour l'exposer dans un musée, c'est en fait ce qui nous a permis de le transporter dans une atmosphère contrôlée jusqu'aux États-Unis, où il a été intégré. Alors justement, on va parler de l'intégration et les tests. Là, on est dans une salle blanche au centre NASA, donc sur la côte Est, au Goddard Space Flight Center, où là, on assemble les différents instruments, les différents sous-systèmes de SAM. Donc, un des premiers instruments qui a été assemblé, intégré, et d'ailleurs l'instrument français, c'est juste une question de stratégie d'intégration. Donc on voit le type de travail que ça nécessite, et au passage, je vous remontre le schéma de 2005, donc très préliminaire, qui montrait finalement ce qu'il allait falloir assembler à la fin, c'est-à-dire, voilà, ici relier telle colonne à ce grand tube, etc. Quelques années plus tard, le schéma a un petit peu évolué, c'est un petit peu complexifié, mais c'est exactement le même principe. Le chromatographe en phase gazeuse est toujours là. Ici, on trouve le spectromètre laser, le QMS, les différents sous-systèmes. Et on a en fait plusieurs dizaines de mètres de tubes, de câbles, tout ça intégré dans cette boîte qui fait la taille du micro-ondes. Évidemment, à cette époque, c'est-à-dire là on est en 2008-2009, là la partie clé, c'est vraiment la partie intégration. Et au contraire du spécialiste mécanicien que je vous ai montré tout à l'heure, là je vais vous montrer une assistante mécanicien qui elle en fait a commencé sa vie professionnelle sur SAM. Donc elle n'a pas le droit de tout faire, mais en fait elle s'est retrouvée face à... Voilà, elle dit je suis un junior engineer. Et son idée, c'est notamment, vous voyez, sur un modèle, une réplique mécanique, c'est-à-dire c'est, pour faire simple, que du faux. Elle doit trouver comment on va tout assembler. Et surtout, finalement, quelle va être la dernière vis qu'on va visser et développer l'outil qui va permettre de visser la dernière vis. Puisque c'est un puzzle en 3 dimensions, hein, tout doit rentrer et tout doit être fixé. Donc elle a passé quasiment 2 ans à trouver comment déjà mettre dans l'espace tous les éléments constitutifs de l'instrument
Et après, quasiment un an à trouver la recette pour l'intégrer. My boss likes to say, pretty good comparison. There are something like on the order of 50, 55, I want to say, gas processing lines. So within this instrument, voilà, elle explique qu'il y a à peu près 55 lignes analytiques et que toutes ces lignes, il faut les assembler, voilà, faire des coudes, etc., dans le volume disponible. Alors on va voir ça après en vrai sur l'intégration du modèle justement. Là on commence à avoir une idée, là on est dans la salle blanche et on est en train d'intégrer finalement toujours pareil, SAM, donc ce gros four à micro-ondes. Donc il y a une partie qui sert aussi à maintenir certains instruments, certaines parties des instruments dans des conditions viables. Là vous avez tout le câblage électrique, donc alors certains sont des vrais câbles, d'autres, tous ceux que vous voyez avec des gros connecteurs ici, sont juste des câbles pour faire des tests, pour vérifier qu'au fur et à mesure de l'intégration, les parties intégrées fonctionnent toujours. Et voilà une vue un peu plus, on va dire, robuste de ce qu'a été le modèle à la fin de son assemblage, avec ici l'instrument français, ici une partie des cartes électroniques, etc. Donc c'est l'époque où nous avons emménagé à la NASA pour faire des grandes séries de tests sur le modèle assemblé. Donc ça a commencé par un accueil de toute première qualité, voilà. Donc on a commencé par récupérer vraiment le bureau au fond de la cave, donc on l'a remis en service. Et rapidement, au cours des premiers tests suite à l'intégration, on s'est aperçu qu'il y avait un problème sur une des voies analytiques. Donc on s'est retrouvé à déployer toute une partie des sous-traitants de SAM. J'ai parlé rapidement tout à l'heure des sous-traitances industrielles. Là, c'est une société une division de l'air liquide qui est à Grenoble, qu'on a dû déployer dans des conditions techniques pas évidentes, puisque c'est une salle blanche, etc., pour aller remplacer, on dit entre guillemets une opération à cœur ouvert, remplacer un des systèmes analytiques de SAM avant de passer dans la phase de test ultime. Alors là, j'ai pas dû partir dans le bon sens. Hop. Alors là, je vais vous montrer justement, une fois cet assemblage fini, la préparation de la phase de test qui a duré une petite année. Là, vous voyez l'équipe en fait qui transporte le modèle de vol, donc qui est actuellement sur Mars, depuis la salle blanche dans la partie qui va être cette espèce de grande chambre qui va reproduire en fait l'interface que va subir l'instrument de vol sur Mars, c'est-à-dire que ce qu'on reproduit là, c'est toutes les faces internes du rover. Je vous rappelle, l'instrument, il est à l'intérieur du ventre du rover, donc l'instrument, il n'est pas sur Mars en fait, il est à l'intérieur d'un laboratoire analytique, et donc toute cette chambre a pour but de reproduire la température, la pression, les variations de température et de pression également, que vont subir les instruments au sein du rover à l'échelle de la journée, et surtout de tester les cas extrêmes et découvrir finalement, une fois le système assemblé, les performances et imaginer toute la stratégie de mesure qui peut être en place. Par exemple, vous pouvez vous rendre compte que l'instrument, dans les 20 degrés les plus bas de l'environnement possible de l'intérieur du rover, il va survivre sans problème, mais il ne pourra pas fonctionner. Pourquoi il ne pourra pas fonctionner ? Par exemple, parce qu'il va trop consommer d'énergie par rapport à ce qui est disponible. Donc on commence à découvrir des choses à ce moment-là sur les performances de l'instrument. Donc, on a passé une année à faire des tests de ce type-là, et ensuite, vous voyez, c'est un peu comme les poupées russes, hein. Notre instrument, il va dans l'instrument américain. Après, l'instrument américain doit aller dans le rover. Donc ça, c'est la salle d'intégration au Jet Propulsion Laboratory, donc là sur la côte ouest en Californie, où on voit le rover qui est déjà au sein de son véhicule, enfin une partie de son véhicule, mais avant, voilà le rover avec cet instrument SAM qui est intégré au sein de la charge utile. Alors on voit qu'à l'intérieur du rover, la place occupée par SAM, qui est non pas un système du rover, mais juste un instrument scientifique, est énorme. Donc voilà d'autres images. Et ensuite, on est passé là aussi dans une nouvelle phase de test, cette fois qui avait lieu en Californie. Donc là, on est dans une grande chambre qui permet de tester notamment les satellites. C'est pour ça qu'elle est aussi haute. Évidemment, dans le cas du rover, ça paraissait un peu surdimensionné. Donc c'est une salle qui est contrôlée
selon plein de paramètres environnementaux, notamment en température. Et on voit ici des opérateurs qui s'occupent du rover, qui travaillent. Et nous, on était de l'autre côté, à l'extérieur de la chambre, reliés au rover par des simples câbles électriques terrestres, et à faire, entre guillemets, comme si le rover était sur Mars, et à échanger les données avec nos instruments et vérifier que tout fonctionnait bien. Ensuite, phase de lancement, j'en dis pas grand-chose, un lancement relativement classique à mettre dans la famille des lancements réussis. Et ensuite, on a attaqué une période d'exercices. Alors les exercices, c'est toutes les équipes associées à MSL qui se sont mis en mode on va faire comme si le rover était sur Mars. Donc vous voyez où sont situées ces équipes. Vous voyez essentiellement aux États-Unis, et un point à Paris, un point à Toulouse, un point à Madrid et un point en Russie. C'est la représentation européenne à bord de cette charge utile, mais d'une mission américaine. Donc voilà le rover qui est sur Mars. Alors le rover qui est sur Mars, c'est une équipe avec les différents instruments. Voilà, lui c'est un des imageurs du rover. Donc il a un appareil dégradé qui est dans les mêmes types de résolution. Ici on avait un spectromètre à rayon X qui était portable, etc. Et cette équipe, on ne savait pas où elle était, sur Terre. Et elle se baladait, elle envoyait des données, comme les données du rover, et dans tous les endroits du monde. Ici c'était quand on était à Toulouse, au centre de réception des données du CNES, avec notre PI américain. En fait, on reçoit toutes les données et on s'entraîne en temps réel à les traiter, sachant qu'on ne sait rien. On n'a su que par la suite, bien évidemment, qu'ils étaient dans le désert de l'Arizona et dans une partie relativement sud. Alors là, évidemment, on apprend beaucoup de choses, puisque évidemment, même les photos que vous recevez, ça paraît bête, mais au départ, il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas le fameux marteau de géologue qu'on voit toujours sur les photos quand on vous montre des photos de terrain. Donc en fait, cette image, il faut la projeter, quoi. Et c'est toujours du traitement de données. Donc, on s'est entraîné, et ensuite, forcément, après un an d'entraînement, nous étions prêts. Alors le jour de l'arrivée, il y avait un gros questionnement, parce que finalement, c'était le vaisseau le plus lourd qui avait jamais été lancé à la surface de Mars, 1 tonne. Les derniers rovers qui avaient été lancés avec succès faisaient plutôt de l'ordre de 250-300 kg. Donc on a un vaisseau qui arrive à vitesse supersonique, dans une atmosphère très ténue, et on espère qu'il va réussir à se poser relativement, on va dire, en douceur et sur ses roues. Donc j'ai pas remis des images parce que ça a été beaucoup médiatisé sur l'atterrissage, etc. Mais arrivé sur cette surface planétaire, globalement, comme il n'y avait aucun moyen de protéger le véhicule à l'impact, l'idée ça a été justement qu'il n'impacte pas le sol. Les rovers précédents étaient recouverts d'airbags. Ils ont frappé le sol, ils ont rebondi sur plus d'1 kilomètre, ils se sont arrêtés, les rovers se sont dégonflés, les airbags se sont dégonflés, les rovers sont descendus. Là, on n'a pas la capacité sur Terre, aujourd'hui, de développer des airbags suffisamment résistants pour protéger un véhicule d'1 tonne. Donc l'idée, ça a été de faire quelque chose qui n'est pas spectaculaire, parce que c'est dans à peu près 150 films de science-fiction. C'est juste d'avoir une plateforme sous laquelle est accroché le rover. Cette plateforme se met en gravité zéro avec des rétrofusées et treuille le rover jusqu'au sol. A priori, c'est facile, on l'a vu dans tous les films. Et à l'époque, ce qu'on nous disait, c'est qu'il y avait 7 minutes qui allaient être terribles, puisque, en fait, de par le temps de transmission, il y allait avoir 7 minutes où on n'allait pas avoir de nouvelles de la sonde, et on n'allait pas savoir si elle était perdue, si elle s'était écrasée, si ça avait fonctionné. Donc évidemment, en apprenant ça, on a été un peu tendu. Là, vous êtes dans l'équipe, dans la salle des scientifiques. Par la suite, car vous savez que tout s'est bien passé, par la suite, on a eu des observations de ce qui s'était passé pendant ces 7 minutes, parce que comme j'ai coutume de le dire, maintenant, niveau contemporain, Mars c'est chez nous en fait. Mars c'est chez nous parce qu'on a des orbiteurs. Il y a 3 orbiteurs par exemple actuellement qui cartographient en permanence Mars, qui l'observent. Et là ce qu'on a c'est en fait une observation, une vue du véhicule avec sa plateforme sous le parachute supersonique. Ça veut dire que si ça n'avait pas marché par exemple, on aurait pu voir que la sonde, le parachute ne s'était pas déployé par exemple. On a des informations de tout premier niveau sur ce qui se passe à la surface de cette planète. Et en tout cas, c'est la première image qu'on a reçue. Donc ça, cette première image qu'on a reçue était évidemment très satisfaisante, parce que déjà, il y avait une image.
donc on imaginait que ça avait atterri relativement doucement. Deuxièmement, on commençait à sentir qu'on avait bien atterri là où on voulait atterrir, c'est-à-dire sur le plancher du cratère face au mont Sharp. L'ombre donne une bonne idée du fait que déjà le rover est sur ses roues et on a l'impression que ça ressemble à l'ombre du rover. Et au passage, puisqu'évidemment au départ les antennes devaient se déployer, on n'avait pas une capacité à transmettre, on a pu, par un aller-retour entre le privé et le public, finalement savoir à 8 mètres près où on s'était posé. Comment c'est possible? En fait, vous connaissez Google Earth pour la Terre. En fait, je vous ai dit, il y a des orbiteurs autour de Mars. Donc, il y a Google Mars qui existe parce que la NASA, au bout d'un certain nombre d'années, a donné les données à Google pour qu'ils développent le même système. Ce qui fait que, notamment les géomorphologistes de la mission, ont pu récupérer les données de Google Mars et avec cette photo, et en fonction du profil du mont Sharp, déterminer où on était, en attendant d'avoir une localisation précise, et ils ont déterminé une position à 8 mètres près. Donc c'est un bel échange de savoir-faire entre Google Mars et les données NASA, où on était dans le cratère. Pour la petite info, l'ellipse d'atterrissage, c'était une ellipse qui faisait à peu près 25 km sur 7 km, et on s'est posé à 150 mètres du centre de cette ellipse. Donc ça montre aussi la connaissance maintenant qu'on commence à avoir de Mars. Donc évidemment, après nous avoir bien conditionnés sur ces 7 minutes de terreur, une explosion de joie et un peu d'humour qui vient de la région où habitent mes parents en fait, effectivement, puisqu'on est arrivé en plein mois d'août, donc évidemment en France pour la médiatisation c'était quand même pas l'idéal, et les premiers résultats qui sont commentés, pas une trace de vie, on voit qu'on est au mois d'août. En tout cas, une belle journée, puisqu'évidemment, après quasiment 8-9 ans, je vous ai montré, on est parti du bâton de pèlerin que je promenais avec Michel, au développement épineux, aux échanges avec les Américains, tous ces tests et tous les sacrifices. Une journée de célébration, on a l'impression d'avoir gagné quelque chose. Donc, vous avez évidemment des images très communication, hein, vous avez ce qui s'est passé au JPL avec toute l'équipe d'ingénierie en salle de contrôle qui évidemment célèbre tout ça devant le drapeau américain, le logo de la NASA en précisant bien qu'on est Jet Propulsion Laboratory. Alors souvent en tant qu'Européens, ça on se dit ils tirent un peu la couverture à eux. Mais nous on a eu l'équipe de Paris Match qui nous a permis de faire la double part centrale. Et là on a dit c'est le mois d'août, on va se faire plaisir. La France débarque, pardon. La France débarque sur Mars, lancé par les Américains à la conquête de la planète rouge. Le robot Curiosity comporte 50% de technologie française. Là on a juste été énorme. Donc on est au même niveau. Donc on a eu toute l'équipe du CNES qui est arrivée avec les PI. On a récupéré ces magnifiques polos que je me dois de porter à chaque présentation officielle. Et pour un sportif comme moi, bon après mon humilité on a pris on va dire, mon autosatisfaction plutôt, on a pris un petit coup, puisque généralement dans les compétitions sportives, le porte-drapeau, c'est vraiment l'exemplarité, le mérite, etc. Et moi, en gros, le photographe de Paris Match, il m'a dit, toi, tu te mets au fond, tu tiens le drapeau parce que tu es le plus grand. J'ai dit, ok, bah, je vais me contenter de ça, mais c'est déjà bien. Donc ensuite, évidemment, sont venues les phases de travail, avec les opérations de bien longues journées, puisqu'on faisait un peu des journées continues. Alors on était au Jet Propulsion Laboratory, c'était beau la photo en arrivant, il faisait soleil californien. Puis après en fait on s'est retrouvés enfermés, donc on connaît bien le camp d'internement d'Alcatraz en face de San Francisco, mais à cette période-là il y en avait un en face de Los Angeles en fait, donc ça s'appelle le Jet Propulsion Laboratory. Donc voilà les deux camps de base, donc ici c'est là où on dirigeait la mission, donc on faisait vraiment les opérations techniques, on commandait le robot, et là le bâtiment qui était plus dédié à l'équipe scientifique et à toutes ces réunions qu'on enchaînait le long de la journée, des fois un petit peu trop longues, et on a vraiment passé beaucoup de temps à accuser le coup. Là c'était notre magnifique campement. Tout ça pour que je vous fasse un petit résumé rapide des derniers résultats de Mars Science Laboratory. Donc je vais tenir à peu près l'heure et quart que j'ai promis à Hervé. Donc je résume, hein, c'est un survol, puisque vous pouvez lire plein de choses. Mais voilà le schéma qui résume tout. Curiosity est arrivé au nord de ce cratère, dans une zone qu'on imaginait
avoir connu un passé aqueux de par les observations orbitales. Et l'idée, c'est d'aller au milieu, au mont Sharp, parce que sur les bases de ce mont central, on pense avoir des évidences, notamment à nouveau par des observations orbitales, de sédiments très anciens qui ont été transportés là, avec notamment des anciens sulfates et des anciennes argiles. Alors, là je résume un peu la première partie de l'exploration. Première partie de l'exploration, c'est les 600 mètres qu'on a fait depuis le site d'atterrissage jusqu'à cette région, la région de Glenelg. Bon, globalement, pourquoi on a mis 1 an à faire quasiment 600 mètres ? Tout simplement parce que déjà il faut déployer tous les systèmes, tous les sous-systèmes, tester tous les instruments, gérer les communications, mettre en place les équipes et leur rythme. Et puis aussi parce que dans l'équipe, et c'est bien, mais dans le spatial, il y a 2 grandes communautés, les sciences de la Terre, la géophysique interne et l'astrophysique, la physique. Et là forcément, quand on se promène à la surface d'une planète tellurique, dans un endroit où on n'a jamais mis les pieds et qu'on a 300, on va dire, géologues, minéralogistes dans la salle, chaque fois qu'on voit un caillou, tout le monde est persuadé qu'il faut absolument analyser ce caillou. C'est le caillou qui va tout révolutionner. Et en fait, ils sont évidemment convaincants puisqu'on arrive à s'arrêter. Donc on s'est arrêté à beaucoup d'endroits et on a beaucoup de données justement sur ces cailloux du coup. Donc il y a des fois où évidemment plus des environnementalistes comme moi ont été plus intéressés par ces cailloux, notamment par les conformations. Alors ça c'est un résultat assez connu, c'est tous ces petits galérons, le sable qui permet de les assembler, ont permis de dimensionner en fait qu'il y avait eu des événements aqueux par le passé, que de l'eau avait coulé, et avec des dimensionnements scientifiques très précises, des chevilles aux hanches à peu près. Ça c'est évidemment modulo l'individu, mais on imagine à peu près ce que ça veut dire. Donc ça confirme ce qu'on avait un petit peu... Ça confirme en fait, ça nous renforce les certitudes sur lesquelles on est bien là où on voulait aller, c'est-à-dire dans une espèce de fin de bassin versant qui se produisait sur ce plancher de cratère, avec des évidences, à nouveau, je vous ai expliqué, orbitales, qui semblaient le montrer. Alors il y a plein de données, ça j'avoue que je ne suis pas le meilleur spécialiste, mais il y a notamment plein de papiers qui sont sortis sur ces différentes roches. Donc il y a surtout il y a un papier très intéressant sur les roches mafiques versus les roches felsiques. Alors si vous voyez beaucoup de roches felsiques, ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup, c'est finalement comment on choisit les cibles. C'est souvent tombé sur ces roches-là qui étaient atypiques puisque les roches mafiques, donc des roches riches en magnésium, en fer, donc les roches les plus sombres, les plus denses, c'est quelque chose qui est assez courant dans ce paysage-là, et c'est évidemment les roches felsiques qui sortent un peu de la distribution et qui sont observées de façon un peu plus systématique. Alors, moi évidemment, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est la recherche de matière organique dans la surface, la sous-surface. Et donc le premier gros site de prélèvement pour rechercher cette matière organique, où là on s'arrête quasiment de l'ordre d'1 semaine à 2 semaines pour réaliser toutes ces expériences, ça a été sur cette, on va dire sur cette dune ancienne, donc qui s'appelle Rocknest. Donc ça c'est une dune d'origine éolienne, c'est des dépôts éoliens, mais dont on sait qu'ils sont pas une dune qui est en train de se former, mais une dune très ancienne. Donc ce qu'on voit sur cette dune, tout d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est où est le photographe ? Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est juste une mosaïque de photos. Il y a 2 bras en fait sur le rover, il y a une vingtaine de caméras, donc on arrive à faire des montages où à l'arrivée, on n'a que des vraies photos, mais en mosaïque, qui permettent de ne pas voir le bras qui prend la photo. Donc le rover est face à cette dune. Vous voyez ici les traces des prélèvements qu'on a réalisés à la surface de cette dune. Et même avant, vous voyez les traces de roues. Ici, vous voyez une espèce de dérapage qui avait juste pour vocation, comme c'était le premier prélèvement de sol, de vérifier que le sol était bien aussi meuble qu'il en avait l'air. Donc c'est pour ça qu'il y a ce dérapage du rover. Alors il y a eu plusieurs analyses, des analyses notamment qui permettent d'observer les gaz majoritaires qui sont issus lors de la dégradation thermique de ce sol, mais on a aussi recherché des espèces traces. Alors, comme l'objectif aujourd'hui, ce n'était pas pour vous parler de SAM, mais de vous parler de son développement,
je suis passé, j'ai complètement sauté, si je puis dire, les principes de fonctionnement de SAM, mais globalement, SAM récupère des échantillons de sol, mais par contre n'analyse que des gaz. Donc il faut convertir forcément le solide en gaz. Pour ça, il y a différentes méthodes qui sont soit de la préparation chimique, un peu de la cuisine, soit de la dégradation thermique. On chauffe fortement l'échantillon de sol depuis la température ambiante du laboratoire analytique, c'est-à-dire 20 degrés, jusqu'à 850 degrés. Et on va observer les gaz qui sont produits lors de cette dégradation thermique. Au début, on va trouver les gaz essentiellement adsorbés. Par exemple, si c'est de l'eau, c'est de l'eau en fait, d'hydratation. Et au fur et à mesure de la dégradation aussi bien des molécules organiques que des molécules constitutives des minéraux, on va obtenir les gaz de structure qui vont nous permettre de voir si on a des carbonates, des argiles, que sais-je. Donc là, on est sur des analyses qui concernent les espèces traces. Les espèces traces, c'est-à-dire qu'on a fait de la chromato en phase gazeuse pour séparer les constituants du mélange. On les a préconcentrés et on arrive à obtenir des espèces traces qui sont des composés carbonés chlorés. Donc, vous les voyez ici, les sphères vertes représentent le chlore et ce chlore est martien. Il est bien d'origine martienne, il est lié à des perchlorates qui sont dans le sol. Donc ça, c'est un des résultats, on a permis de mettre en évidence qu'il y avait des perchlorates dans le sol et même revisiter des expériences, des résultats anciens, où on pensait qu'on avait des résultats qui étaient perturbés par de la pollution, notamment des produits chlorés qui avaient servi au nettoyage, et de revisiter, se rendre compte que finalement Viking dans les années 70 avait aussi observé des perchlorates, que Phoenix au pôle Nord avait également observé des perchlorates. Donc ici c'est des perchlorates de calcium, c'est ce qu'on a vu avec la synergie des différentes expériences. Et évidemment dans ces molécules on a aussi du carbone. Et ce carbone, aujourd'hui, ce qu'on sait c'est qu'une partie de ce carbone est d'origine terrestre, c'est-à-dire qu'il vient de l'instrument, de certaines perturbations, on va dire de bruit de fond liés à l'instrument, et on est en train de travailler pour savoir si c'est une partie ou tout qui est d'origine terrestre. Et ça, cette enquête, elle est menée au fur et à mesure des différentes analyses, vous allez le voir par la suite. Alors, au bout de ces 600 mètres, on est arrivé dans cette région qui a la convergence de 3 terrains qui avaient été observés depuis l'orbite, 3 terrains très différents en termes géologiques, et on allait explorer cette région avec essentiellement ces instruments-là parmi la charge utile de Curiosity, c'est-à-dire ceux en charge de la chimie, de l'analyse élémentaire, et l'imagerie également, et tous les outils. On a toute une gamme d'outils, c'est-à-dire on a de quoi gratter, percer, brosser, nettoyer, et parmi les outils, quelques outils de très grande qualité, comme par exemple des spectromètres à rayons X. Donc voilà des vues de la baie d'Yellowknife, où on voit des couches fines. En tout cas, on voit clairement, même si on n'est pas spécialiste, qu'il y a eu des phénomènes de transport. Des transports, on voit que c'est orienté un petit peu dans tous les sens. Et voici une vue plus large de ce qu'on appelle la baie d'Yellowknife, donc une étendue où on a commencé à se poser pendant quelques semaines pour faire des analyses. Alors, il y a une assez grande diversité de terrains, avec notamment des fractures qu'on voit un petit peu partout. Et à petite échelle, quand on regarde par exemple des roches, on trouve des veines dans certaines roches, comme ici, lorsqu'on fait de l'analyse élémentaire, du sulfate de calcium à l'intérieur, et on a montré l'analogie avec certaines roches et certaines histoires historiques terrestres. On a aussi observé des sphérules, donc comme dans le cas des rovers qui avaient précédemment exploré la surface de Mars, ces rovers géologues qui avaient mis en évidence l'histoire de l'eau via l'observation de ces petites structures qui nécessitent qu'il y ait eu de l'eau pour former ce type de sphérules. Et donc il a été décidé, suite à toutes ces observations, de forer au site qu'on appelle John Klein dans la baie d'Yellowknife, qui présente un lit rocheux fracturé avec des rides, des veines. Alors c'est vraiment le site qu'on a étudié avec tous les points qui ont été étudiés tout d'abord pour, on va dire, qualifier au mieux la zone. Là on est sur l'échelle d'1 mètre à peu près. Et l'homme a foré finalement pour la première fois une surface planétaire haute que la Terre, début février de l'année 2013.
Alors tout d'abord, on voit les analyses qui ont été faites par exemple avec ce spectromètre à rayon X qui est au bout d'un bras, qu'on voit ici déployé sur John Klein pour faire les analyses élémentaires, et observer, après qu'il y ait eu un brossage par exemple de la poussière déposée à la surface, observer, comme je vous le disais, du calcium et du soufre, une présence notable de calcium et de soufre dans les veines, les inclusions que je vous ai montrées rapidement tout à l'heure. C'est ça qui permet de dire que c'est du sulfate de calcium qui est à l'intérieur de ces veines. Et voici le forage avec, on va dire entre guillemets, le trou de test un peu, vous savez, comme les spécialistes du perçage, là, on chauffe un peu le forêt en perçant à côté, et ensuite le trou réel qui a servi à faire le prélèvement, on est descendu à quasiment 6 cm, avec cette pointe de forage qui fait un peu moins de 2 cm. Et ce qu'on voit ici, c'est l'écope dans laquelle on a placé l'échantillon. Alors ce qui est intéressant, là, bon, la résolution est peut-être pas suffisante, mais on voit que la matière a l'air relativement peu oxydée par rapport à tout ce qu'on voit à la surface de Mars, et notamment ce que vous avez sur les parois, ici, d'aspect rougeâtre, c'est le reste qui a adhéré aux parois, c'est le reste de ce qui avait été écopé sur la dune d'origine éolienne, c'est-à-dire ces basaltes qu'on retrouve partout à la surface de Mars, et fortement oxydés avec des oxydes de fer. Là, on voit que la couleur a complètement changé, on est sur des couleurs beaucoup plus claires. Donc il y a eu différents types d'analyses, aussi bien par d'analyse élémentaire que d'analyse par diffraction X, qui a permis de mettre en évidence que dans ces échantillons, contrairement au cas de la dune éolienne, on avait des phyllosilicates, donc en gros des argiles, qui indiquaient évidemment qu'il y a eu des interactions notables avec l'eau dans ces sédiments. On le retrouvait aussi dans les analyses chimiques. Là, c'est une vue de SAM justement où l'échantillon est chauffé, comme je vous le disais, de 20 degrés à 850 degrés. Alors qu'à Rocknest, on voyait juste l'eau d'hydratation se dégager, on va dire, entre 100 et 200 degrés. Là, on voit un deuxième pic d'eau, en rouge ici, qui correspond à de l'eau de structure, évidemment, les argiles détectées par la diffraction X. Et en même temps, on voit sortir, par exemple, du soufre à différents degrés d'oxydation. Donc, plein d'infos. Là, à nouveau, je ne fais que survoler puisque je vais aux conclusions pour tenir les temps. Et au niveau des espèces traces, on retrouve les mêmes phénomènes que ceux qu'on avait observés à Rocknest, c'est-à-dire des détections de composés hydrocarbonés chlorés, avec du chlore d'origine martienne certifié, et les mêmes questionnements sur l'origine potentielle partielle du carbone comme étant martien. Je ne survends rien, pour le moment il n'y a vraiment rien d'avéré, c'est au fur et à mesure de l'évolution de nos protocoles analytiques et finalement de notre enquête qui se fait au cours de l'eau, qu'on progresse sur ces questions-là. En tout cas, on va dire au bout d'une grosse année, le but premier en fait, de la mission a été atteint, puisqu'il a été officiellement déclaré par l'équipe scientifique de la mission que dans la baie de Yellowknife, on avait découvert un ancien environnement habitable. Alors habitable, pour faire rapide, hein, à nouveau pas quelque chose où la vie existait, mais où la vie, si elle avait existé, aurait pu subsister, tel qu'on l'imagine, hein, à nouveau. C'est-à-dire, on cherche juste à voir s'il y a des logements, on ne cherche pas à voir si ces logements sont occupés ou vacants. Donc pourquoi ? La géologie locale et les roches à fine granulométrie suggèrent que ce site était à la fin d'un ancien système de rivière ou un lac humide intermittent. La minéralogie indique des interactions notables avec l'eau liquide bien entendu. Cette eau, elle était ni très acide, ni très alcaline, et de faible salinité. Pour faire simple, ce que veut nous dire la NASA au travers de cette phrase, c'est qu'on aurait pu boire cette eau. De plus, les conditions environnementales n'étaient pas fortement oxydantes. Là aussi, on sent toute la mesure dans la phrase. Pas fortement oxydante, ça veut dire bien moins oxydante que ce qu'on imagine de Mars présent en tout cas, et peut-être même de Mars passé. Les éléments chimiques clés pour la vie sont présents, carbone, hydrogène, oxygène, phosphore et soufre. Alors, bon ça, on va dire c'est, entre nous,
potentiellement un peu survendu parce qu'effectivement on peut trouver à peu près tous ces éléments, mais pas forcément au même endroit. Donc c'est déjà quand même quelque chose qui n'est pas clairement dit dans la phrase. Et la présence de minéraux à divers degrés d'oxydation aurait pu être une source d'énergie pour les organismes primitifs. On a le conditionnel qui est là, donc tout est correct. La phrase est entre guillemets, il n'y a pas de souci à cet élément. Donc voilà une vue de ce qui pourrait être l'environnement habitable visité par Curiosity, donc en tout début d'année 2013. Donc voilà, on imagine qu'à cet endroit-là, on avait de l'eau liquide relativement pérenne. Alors ça va du lac dans un passé très humide, type peut-être un peu, voilà, on peut imaginer le delta de la Camargue dans les meilleurs cas, ou en tout cas une fin de bassin versant avec de l'eau amenée là continuellement dans un climat global qui reste à déterminer. Alors je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais en parallèle il y a eu des mesures atmosphériques et de l'environnement de Mars, alors qui reposent sur d'autres instruments, hein, notamment une station météo, un instrument qui s'occupe des radiations, un instrument russe qui s'occupe de chercher l'eau en sous-surface, et évidemment SAM qui lui aussi fait des prélèvements atmosphériques et analyse finalement aussi bien la composition majoritaire de l'atmosphère que la composition isotopique. Alors, je ne vais pas parler des retombées, mais déjà de ce qu'on a à disposition. On a une station météo déployée à la surface de Mars qui fonctionne localement et qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc on a tout un cycle saisonnier et aussi les variations jour-nuit. Donc on a ces mesures, il y a évidemment des grandes variations de pression et de température, je parle bien sûr en termes relatifs puisque l'atmosphère est très ténue. On a également des études sur donc ce jeu de données il est vraiment unique et c'est clair qu'il sera exploité, mais on va dire il sera exploité probablement surtout un peu a posteriori à l'exploration et surtout motivé par la minéralogie et les composés organiques qui existent en surface et en sous-surface. Ensuite, au niveau des radiations, on a une manip de tout premier plan qui est capable d'étudier les radiations. Alors elle a travaillé aussi bien, c'est les relevés que vous voyez ici, lors du voyage, que lors du déploiement du rover à la surface. Alors, les conclusions, elles sont essentiellement destinées à l'exploration de Mars par l'homme. La question, c'est est-ce qu'en gros, on peut envoyer un cosmonaute, un astronaute, sans qu'il subisse des doses de radiation trop importantes? Les premières conclusions, le problème, c'est le voyage. À la surface, on commence à imaginer pouvoir protéger, avec l'environnement dédié, des êtres humains. Par contre, le voyage, globalement, il n'y a pas de solution. On est pour le moment à des niveaux, des teneurs de radiation subies à l'intérieur d'un véhicule qui fait la distance, le voyage Terre-Mars, à des niveaux qui excèdent ce qu'un astronaute peut supporter lors de sa carrière. Donc en fait, la seule réponse pour le moment que les agences spatiales sont capables d'apporter, c'est finalement de travailler sur des nouveaux propulseurs pour diminuer le temps de voyage en fait, et donc diminuer la dose reçue pendant le voyage. Donc on voit bien là le côté finalement subi des radiations solaires lors de ce voyage. Donc c'est une grande limite actuelle et démontrée par ces mesures de radiation dans le cadre de MSL. Je vais passer sur les sondages en sous-surface pour dire 2-3 mots sur l'étude de l'atmosphère. Donc l'étude de l'atmosphère, on s'intéresse notamment aux espèces qui subissent le moins de variations liées par exemple à leur activité chimique ou qu'on peut suivre parce qu'elles ont des concentrations suffisantes. L'atmosphère est très ténue, on a du mal à observer, c'est pour ça qu'on a du mal à observer la composition de l'atmosphère depuis la Terre. Et voilà les résultats qui sont obtenus par MSL, donc qui sont en orange, comparés à ceux obtenus au milieu des années 70 par le lander Viking, où on voit que finalement, même on va dire la différence d'abondance entre le deuxième et le troisième composé majoritaire de l'atmosphère, l'argon et le diazote, est remise en cause, c'est-à-dire qu'on pense que c'est l'argon qui est le deuxième composé le plus abondant, en tout cas
au niveau de Gale-Crater. Et la principale conséquence, c'est que ça change pas mal le rapport argon sur diazote dans l'atmosphère entre la version MSL et la version Viking. Or, ce rapport, par exemple, est utile pour évaluer le degré de mélange entre les composants gazeux internes et les composés volatiles atmosphériques qu'on trouve dans les météorites martiennes. Donc ça peut avoir des conséquences notamment sur ce qu'on a appris des météorites martiennes analysées et retrouvées sur Terre. Autre problématique atmosphérique, c'est la recherche du méthane. Donc le méthane, évidemment, c'est toujours un sujet qui, on va dire, qui est au premier plan de l'actualité, parce que le détecter, c'est évidemment le début de la quête. En fait, le détecter, derrière, c'est savoir quelle est son origine. Son origine, est-ce que c'est juste de l'évolution de matériaux, des interactions plutôt, on va dire, minérales de sous-surface, ou est-ce que c'est de l'activité biologique? C'est toujours les questions associées au méthane, et souvent la réponse vient des autres molécules qu'on peut détecter en synergie avec ces émissions de méthane. En tout cas, on cherche du méthane, et pour l'instant, officiellement, les dernières nouvelles connues, c'est, vous voyez le trait de communication de la NASA. La NASA a détecté pas de méthane. Donc c'est une détection d'un maximum d'abondance qui est de quelques ppb, sachant qu'il y a eu des mesures contestées depuis la Terre de méthane observé dans l'atmosphère martienne, donc à la fois depuis la Terre et depuis un instrument qui est à bord de Mars Express en orbite autour de Mars, mais des mesures qui ne concordent pas tout à fait entre elles. En tout cas, cette quête-là aussi continue et logiquement, on devrait avoir des nouvelles d'ici quelques semaines via la NASA sur l'évolution de cette quête. Là, j'ai peut-être pas la dernière valeur, mais l'upper limit actuellement est de entre 2 et 3 ppb dans cet environnement. Ensuite, d'autres mesures qui ont été faites sont essentiellement des mesures isotopiques au niveau atmosphérique. Alors là, je vous présente juste le rapport d'Argon 36 sur Argon 38. Alors la mesure, en fait, est jolie à différents titres. Alors déjà, elle est jolie parce qu'elle permet finalement de faire concorder les mesures qui avaient été effectuées sur Viking. Viking, ce n'était pas son objectif, donc les mesures étaient relativement imprécises. On voit la barre d'erreur qui est relativement élevée. Et les mesures qui sortent de toutes les météorites martiennes qui ont été étudiées, avec une distribution liée notamment au nombre relativement important de météorites analysées. Et en fait, on voit que la mesure effectuée par SAM, finalement, elle est juste à l'interface entre ce qui a été obtenu par Viking et par les météorites. Alors ce point, il ne représente rien, puisque le point, il est bien plus gros que la barre d'erreur liée à ces nombreuses mesures qui ont été faites au cours des saisons. Donc cette valeur d'Argon 36 sur 38 est très robuste, en tout cas au site de Gale-Crater, et on voit qu'elle est bien plus faible, le ratio est bien plus faible que ce qu'on peut observer pour d'autres objets du système solaire, le Soleil, Jupiter, la Terre, et ça c'est le signe clair de la perte d'atmosphère par Mars au cours de son histoire, et notamment des isotopes et des molécules les plus légères. C'est ce qui est confirmé par différentes mesures qu'on a été amené à faire au cours de certaines années. Donc Mars a bien perdu une grande partie de son atmosphère originelle, et notamment les gaz des isotopes les plus légers. Donc la suite du programme, puisque là j'ai essayé de tenir mon timing, j'ai été très rapide, j'en suis conscient. La suite, c'est un trek jusqu'au Mont Sharp, la destination finale, car finalement, l'originalité de cette mission, je n'ai pas parlé également de ça, le site qui a été sélectionné pour l'atterrissage, c'est un site qui a été sélectionné par l'équipe scientifique au cours d'un processus de 2 ans. Plein de gens ont proposé des sites, on est parti de 70 sites, et au fur et à mesure des rencontres, en discutant, on les a entre guillemets éliminés pour finir à 4 sites, et pour sélectionner le dernier qui avait comme originalité, si je puis dire, en termes techniques, d'être un site, non pas où on atterrissait, mais un site où il fallait aller. En gros, on ne peut pas atterrir sur le Mont Sharp, les ingénieurs ils commencent à vous dire, on ne va pas aller atterrir sur un endroit qui n'est pas plat et où il y a des cailloux. Donc on atterrit sur le plancher du cratère, et donc l'originalité de la mission, finalement, c'est qu'au bout de la mission nominale, c'est-à-dire 2 ans, c'est-à-dire cet été, on n'est pas tout à fait certain d'être arrivé jusqu'au Mont Sharp.
pour le moment, je vous ai dit, on a fait 600 mètres, on allait se balader dans ce bassin de Yellowknife, mais on n'est pas parti vers le sud, vers le mont Sharp. Donc il est temps de corriger ça, et c'est ce qu'on a fait depuis finalement le mois de décembre. Donc ça, c'est les 600 mètres qui ont été faits depuis le site d'atterrissage jusqu'au bassin de Yellowknife. Et depuis, on a dit maintenant on roule beaucoup, et ça c'est les 600 mètres de départ qu'on a fait pendant un an. Et là, en 2 mois, on a parcouru quasiment 3 km pour aller finalement jusqu'à cette base du mont Sharp. Le mont Sharp est ici, au sud-est. Et globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on contourne notamment ces endroits qui sont des dunes et qui sont peut-être pas très favorables à se déplacer dessus. Donc on va rentrer par là et essayer de monter sur le mont Sharp. Je vous le montre à une autre échelle, où là on commence à voir plus que les contreforts du mont Sharp. Et à nouveau, nos 600 mètres, les 3 km parcourus et les 3-4 km qui nous restent à parcourir pour arriver sur les sédiments les plus anciens. Une petite projection de ce que voit le rover là, quand il regarde vers le mont Sharp. Donc voilà une carte postale où on voit effectivement un aspect des contreforts et un autre aspect avec les différentes strates, notamment là vous voyez ces dunes noires, et voilà où le rover compte mener son exploration, avec une projection qui est finalement ce que serait la taille de Curiosity si on le prenait en photo sur les contreforts du mont Sharp. Donc la quête est encore, au moins techniquement, un petit peu ardue. Il faut partir à l'escalade de cette montagne où vous voyez des strates, des canyons et différentes buttes, avec quand même un aspect strate qui est assez marqué et qui saute relativement aux yeux. Voilà, donc c'est une exploration qui continue. J'ai essayé de remplir le cahier des charges au mieux, de répondre au cahier des charges au mieux, et évidemment, je ne vous ai pas cité tous les noms des gens qui ont participé à cette étude. Actuellement, il y a 700 personnes, sur le développement français, une trentaine de personnes, une vingtaine de personnes qui travaillent avec moi, certains sont même dans la salle, donc une grande liste de noms. Ce n'est pas un travail personnel, loin de là, mais je pense que c'est évident. Merci de votre attention.